Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui s'intéresse aujourd'hui aux technologies et surtout aux télécommunications et au numérique au sein de l'Afrique centrale. Et c'est pourquoi nous recevons dans cette émission le représentant de l'UIT, Union internationale des télécommunications pour l'Afrique centrale et Madagascar, M. Jean-Jacques Massimalandi. Merci d'être venu. Bonsoir, monsieur. Alors, quel regard portez-vous sur l'écosystème numérique au sein de l'Afrique centrale? L'Afrique centrale se caractérise par une déclinaison de politique du numérique à différentes échelles qui s'adapte, n'est-ce pas, à l'environnement économique général de chacune de ses composantes, donc des pays, des 11 pays de la CEAC en général, ou des 6 pays de la CEMAC en particulier. Alors, ce que nous constatons, c'est que une volonté politique ferme est présente dans la plupart des pays, à travers une vision sur le développement de l'économie numérique à travers des programmes Burundi, Stratégie 2025, Gabon 2020 et ainsi de suite. Donc les pays ont bien pris en compte la dimension du numérique dans la planification de leur développement, ce qui est donc un point important à ajouter. Bon, là où le bas blesse, c'est que malgré les efforts consentis par les gouvernements respectifs à financer des infrastructures, etc., les index de développement, donc l'index de mesure de la société de l'information dans la sous-région restent relativement faibles en comparaison aux autres économies des autres sous-régions. Oui, mais un constat quand même, dans bien d'autres domaines, et on a constaté que sur le plan de l'intégration, au sein de l'Afrique centrale, ça piétine un tout petit peu par rapport à certaines régions. Est-ce que sur le plan du numérique aussi, on sent ce frein-là? Tout à fait. C'est bien là une des justifications, en corollaire à la première question que vous dites, qui retarde et qui freine l'éclosion réelle de cette société. Mais je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui freine cette intégration-là? Et la question elle est bien vaste parce que ce n'est pas seulement dans le domaine du numérique, mais vous qui avez côtoyé les différents acteurs de chaque pays, qu'est-ce qui fondamentalement freine cette intégration au sein de l'Afrique centrale? Il y a eu d'abord, comme vous le soulevez dans vos journées, vos quotidiens, vous parlez de la CEMAC, vous parlez de la CEAC, ça fait 2 organismes, 2 communautés régionales dans la même sous-région. Oui. Bon, et les problématiques posées aux bailleurs de fonds ou aux donateurs, à tous ceux qui peuvent amener de l'assistance, ce sont les mêmes pour les 2 communautés. Mais une est un peu plus élargie que l'autre. Bon, d'autre part, nous avons aussi une diversité linguistique qui est plus riche que dans les autres régions. C'est ainsi que nous sommes la seule sous-région. Vous avez à la fois Sao Tomé, qui est lusophone, parle portugais, la Guinée équatoriale qui parle espagnol, des pays qui parlent français et d'autres qui parlent anglais, dans le même espace. Donc vous comprenez que lorsqu'il faut harmoniser les politiques, il y a des lourdeurs administratives, il y a des surcoûts liés à l'environnement tout simplement, parce que la moindre réunion que vous faites, il vous faut au moins de l'interprétation en 3 langues pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ce sont des coûts de facteurs qui sont importants, que l'on ne trouve pas forcément dans les autres régions. Bon, d'autre part, le mode de décision qui est pris au niveau de la sous-région semble être plus lourd que dans les autres sous-régions. Vous n'avez par exemple pas de directive exécutoire comme à la CEDEAO en Afrique centrale. Donc même si les chefs d'État ont pris une décision, mais le temps de mettre cette décision, comme celle dont vous parliez récemment, celle de la libre circulation des personnes avec les passeports biométriques, etc., sont des décisions prises par les chefs d'État il y a plus de 5 ans, qui n'ont été rendues exécutoires qu'il y a 1 an à peine. Donc vous vous rendez compte de la lenteur de la mise en place de tous les mécanismes, et c'est un peu cela qui freine la sous-région, selon mon analyse personnelle. Évidemment, il y a d'autres pesanteurs, qui sont des crises récurrentes, dans un certain nombre de pays qui font en sorte que quand un maillon manque, nous n'arrivons pas à avoir une cohésion des décideurs. De toutes les raisons que vous avez évoquées, il y a quand même une qui semble discutable, surtout la raison linguistique, parce que par rapport à l'Afrique de l'Ouest, on voit juste une différence de langue, d'une seule langue, parce qu'il y a 2 langues d'un côté, 3 langues de l'autre côté. Est-ce que, au-delà de l'aspect linguistique, est-ce que ce n'est pas la question de souveraineté auquel les États s'attachent ou les dirigeants s'attachent? Est-ce que ce n'est pas cela qui plombe vraiment l'intégration? Parce qu'il y a de petits États, il y a de grands États, d'autres craignent d'être envahis, alors que c'est un faux problème, parce que quand on voit du côté de l'Afrique centrale, on voit le géant nigérien qui n'a pas été envahi par les petits États et pourtant se porte très bien. Non, le problème, je vous dis, ça fait partie des lourdeurs. Oui. Lorsque vous organisez un séminaire pour des pays francophones ou anglophones,
hein, vous voyez bien que plus il y a de langues, plus on doit faire des efforts de traduction des documents, d'impression, de ceci, cela, avant d'avoir leur adhésion totale à un processus décisionnel. C'est ça le problème. Bon, lorsque vous avez des institutions dynamiques, comme la SADC, etc., où des ministres se rencontrent régulièrement, et avec des ordres du jour établis, des plans d'action qui sont communs, et qu'effectivement ils se rencontrent tous les 3 mois, ben vous comprenez bien qu'ils ont une avancée significative sur les décisions qu'ils prennent par rapport à leur espace. Ce qui se passe, dans notre sous-région en particulier, c'est que vous pouvez avoir 2 ou 3 ans sans une réunion des ministres des Finances de la zone. Alors comment vous allez régler le problème de fiscalité, notamment de l'appui qui est prévu pour les pays enclavés, comme le Tchad, la RCA et tout, etc., si les gestionnaires de ces contributions-là et des recettes ne se retrouvent pas pour avoir un plan d'action cohérent qui est exécuté? Comment vous faites lorsque un pays a des difficultés, qu'elles soient sociopolitiques ou économiques, et que pendant 6 mois, 9 mois, on ne peut pas accéder dans ce pays où alors les camions, les marchandises ont des difficultés à être tracées? Donc vous comprenez bien qu'on a eu une conjugaison de facteurs effectivement politiques, etc. Mais cela dit, vous avez tout à fait raison, parce que si on regarde la richesse, le PIB de chacun des pays qui constituent l'Afrique centrale, ce sont des problèmes financiers qui pourraient avoir été réglés depuis un moment. Et ces lourdeurs-là peuvent tenir de la souveraineté des États, mais je ne pense pas que ce soit un problème de volonté politique. Je pense plutôt que ce sont les mécanismes institutionnels qu'ils ont mis en place qui font en sorte que les gens qui gèrent ces mécanismes ont du mal. Regardez la fusion des 2 organismes, ça fait 10 ans qu'on en parle. Le comité de pilotage qui doit fusionner la CEMAC et la CAC, on vous parle maintenant d'avoir des décisions en 2020. Il a été créé depuis 2010, ce comité. Mais par rapport à cela, quand même, on peut savoir où est-ce que ça piétine concrètement. Mais justement, c'est pour ça que je vous dis que où est-ce que ça piétine? Mais parce que justement, il y a une répartition politique des postes, il y a la souveraineté d'un État qui dit que le secrétaire général de telle institution venant de tel pays, telle hiérarchie doit venir de là. Donc il y a une difficulté à laisser ce sentimentalisme politique qui garde encore des structures trop lourdes qui ne peuvent pas être numérisées. Vous comprenez bien, nous allons dans une ère où il faut numériser, il faut alléger la structure. Si vous informatisez une mécanique qui est très lourde, le résultat c'est qu'il faudra une informatique très lourde pour avoir les résultats. Si vous allégez d'abord votre système d'information avant de l'informatiser, vous pourrez très bien gérer un système d'information avec 3 micro-ordinateurs. Vous n'avez pas besoin d'un Big IBM, etc. pour le faire. De toute façon, c'est les populations qui sont les premières victimes de tout cet égarement-là, si je peux m'exprimer ainsi. Et tout le monde se dit, la solution viendra d'où? Peut-être de l'IUT. Comment est-ce que vous procédez dans le cas d'espèces devant autant de difficultés? Comment est-ce que vous procédez au niveau de l'IUT? Peut-être que la solution viendra de vous. La solution en ce qui concerne l'économie numérique, de toute façon, vient d'une partie de l'UIT, mais vient aussi en grande partie, tout d'abord, du fait que lorsque l'environnement est rendu favorable à l'éclosion de l'économie numérique, et lorsque les dimensions d'inclusion sont bien comprises et que les gouvernements se sont appropriés la nécessité d'avoir dans leur plan de développement économique une composante des TIC, mais à ce moment-là, nous pouvons discuter carte sur table et savoir de quel point nous partons et vers où nous allons. Et c'est bien là où le bas blesse. Vous ne pouvez pas venir mettre des indicateurs sans avoir un référentiel. Bon, alors, ce qui est demandé aujourd'hui à travers les objectifs de développement durable dans tous les pays, c'est justement que toutes ces cibles-là soient renseignées pour qu'on mesure la progression des pays dans leur marche vers le développement. Et nous comparons des économies. Nous ne voulons pas comparer des pays. Ce n'est pas notre objectif. Alors l'UIT, dans son rôle, fait la promotion de l'économie numérique, bien évidemment. Mais il met ensemble des acteurs multiples qui anime le secteur. Votre secteur de radio-télévision, comme vous le savez par exemple, qui était un secteur monopolistique à l'époque, a été libéralisé, mais il a fallu 10 ans pour mettre en place le cadre institutionnel, pour pouvoir maintenant autoriser des opérateurs qui sont des opérateurs de production, d'autres qui sont des radiodiffuseurs, et donc les chaînes privées qui, grâce à la télévision numérique, pourront jouir maintenant d'une vingtaine de canaux, là où l'analogique ne permettait que 2 à 3 canaux maximum par pays. Donc tous ces plans de communication favorisés par l'UIT permettent de mettre tous les acteurs autour de la table et que chacun joue sa partition pour un développement harmonieux et inclusif dans la société numérique. Il est dit que le numérique devrait impacter positivement les croissances économiques dans les pays et par conséquent dans la sous-région, mais avec ces quelques goulots d'étranglement, est-ce que
de votre point de vue aujourd'hui, le numérique a eu vraiment impacté la croissance économique en Afrique centrale? Oui, même en Afrique centrale, si vous relisez, bon, les économistes, je ne suis pas économiste, je suis ingénieur, mais tous les rapports des économistes, certifiés, prouvés, de grands cabinets de consultants internationaux, je ne fais pas de publicité, donc je n'en mentionnerai aucun, mais il est clair que si vous augmentez la pénétration de 10 points du largement dans notre pays, vous impactez de 4 points le produit intérieur brut de votre pays. Donc vous voyez bien, pendant 20 ans, vous avez beau financer peut-être l'agriculture, l'énergie, etc., l'impact sur le PIB du pays n'a jamais dépassé 1%, 1 point. Donc vous vous rendez compte de l'impact et du catalyseur que constituent les technologies de l'information et de la communication, non seulement pour aider les pays à travers l'innovation, à travers l'utilisation rationnelle, à travers l'accessibilité des populations, à développer des niches économiques qui n'existaient pas. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, si vous prenez les dernières cotations en bourse des dernières années, vous allez voir que là où Ford a mis 30 ans à avoir un chiffre d'affaires certain à la bourse, les GAFA l'ont fait en 1 an ou 2 ans. Donc il y a de la niche, il y a de l'espoir dans la création d'emplois et évidemment tous ces bénéfices-là viennent des technologies de l'information et de la communication qui permettent au moins de mesurer les efforts accomplis et d'aider à alléger les opérations qui étaient coûteuses et lourdes pour des solutions plus souples et les start-up et ainsi de suite et animer le marché. Donc dans ces conditions, il va falloir d'abord sensibiliser les décideurs, les dirigeants, et pas individuellement d'abord, et après les mettre ensemble à se raccorder sur un point afin de pouvoir les drainer ou bien les tirer vers ce qui sera profitable pour toute la région. Vous prenez le leadership là-dessus? Nous ne le prenons pas forcément en tant que UIT, puisque nous opérons dans toutes les régions du monde. Mais ce qui est certain, c'est qu'à travers l'initiative, par exemple, Connecter le monde, Connecter l'Afrique, aujourd'hui devenu Transformer l'Afrique, Transforme Africa, un certain nombre d'actions initiées au départ par l'UIT, avec des leaders et certains chefs d'État qui ont pris des groupes d'actions bien précis, vous vous rendez compte qu'il y a une sensibilisation très importante. Dans un sommet comme Transforme Africa, qui se tient à Kigali, sous le leadership du président Kagame, lorsqu'il y a 8 chefs d'État ou 10 chefs d'État qui assistent à cette réunion, vous comprenez bien que chacun s'engageant dans une initiative précise, nous commençons à faire l'appropriation de ces technologies au plus haut niveau de l'État. Et une fois que cette vision est dessinée au niveau de l'État, il convient maintenant de mettre en place les régulateurs, que sont les régulateurs des TIC, les gestionnaires de fréquences, etc., pour faire en sorte que l'argent capitalisé par les télécommunications serve le secteur pour l'assainir, pour donner des opportunités, pour essayer de faire en sorte que la jeunesse, les jeunes filles et même l'autonomisation des femmes, etc., soient aidées à travers ces outils. Dernière question dans cette émission, je veux quand même vous citer les propos d'un ministre africain qui dit ceci: si vous jeunes, vous utilisez Internet pour critiquer l'action du gouvernement sur les réseaux sociaux, vous devez en payer le prix fort. Fin de citation. Et allusion faite à la taxation que l'on met désormais dans un certain nombre de pays sur Internet afin d'empêcher l'accès à un certain nombre de personnes qui n'ont pas le pouvoir d'achat possible. Est-ce que tout cela ne freine pas l'avancée normale des choses? Mais cela non seulement freine, mais ça va en opposition à l'engagement du Tunis, qui a fait suite à la déclaration de Genève du sommet mondial de la société d'information dont étaient signataires les chefs d'État et de gouvernement de la plupart des pays. Donc vous ne pouvez pas d'un côté vouloir faire la promotion, promouvoir la société de l'information, donner une égalité de chance et prôner l'inclusion pour tous, notamment les couches défavorisées, et ensuite après donner la faveur de l'accès uniquement à ceux qui en ont les moyens. Donc lorsqu'on parle d'affordability en anglais, justement la notion, en français d'accès, mais c'est de l'accès direct d'abord, mais aussi après de l'accès pécuniaire. C'est-à-dire le fait que chaque poche, chaque catégorie de portefeuille doit pouvoir accéder aux technologies de l'information. Il ne s'agit pas de la laisser à ceux qui sont nantis. Alors si la nature dit qu'on va taxer très cher, comme ça seuls les nantis vont y aller, mais qui vous dit que les nantis ne vont pas critiquer votre système? Je crois que c'est une aberration. Cela ne va pas freiner l'information. Il y a des gens nantis qui sont contre des informations erronées. S'ils en sont contre, ils vont le publier de la même façon que les autres catégories et les autres couches de la population. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacques Massima Landi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le représentant de l'UIT, Union internationale de télécommunications pour l'Afrique centrale et Madagascar. Merci de vous être prêté à nos questions, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.